Ok, cool. Donc, on va parler ensemble de containers et de virtualisation, notamment parce que depuis quelques temps, on entend beaucoup parler de choses comme Docker, et ça a mis beaucoup de confusion dans la tête des gens. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un talk pour expliquer exactement ce que ça voulait dire, un container, de la virtualisation, pourquoi, d'où venait cette technologie. Et je vais essayer de le faire en mode sprint, parce que théoriquement, j'ai pas autant de temps que ce que c'est censé donner. Si jamais vous y comprenez rien, vous me faites signe. Question préliminaire, qui a installé Docker sur sa machine? Ah bah quand même. Ok, cool. Et j'ai réussi à faire du verre dans la console. Donc bonjour à tous, je me présente. En vrai. Ajustons l'image. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Adam, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. J'ai un pseudo ultra chelou sur Twitter, mais qui a l'intérêt d'être disponible sur tous les réseaux sociaux. Du coup, c'est hyper simple pour moi de me retrouver moi-même, ce qui est cool. Et en fait, mon job au quotidien, c'est de gérer une boîte de ce qu'on appelle d'IT Automation. En clair, ce qu'on fait chez Clever, c'est qu'on permet aux gens de garder leurs applications en ligne. C'est-à-dire, vous codez des applications. Et nous, on fait en sorte que vous ayez juste à pousser le code. À partir de ce moment-là, on va la déployer. Et qu'elle soit écrite en ce que vous voulez, en fait, on va gérer la sécu, on va gérer la scalabilité, on va déployer une nouvelle version sans downtime. En fait, on va faire en sorte que vous faites le code et nous, on fait en sorte que ça marche. Et on met plein de dark magic à l'intérieur et vous vous en occupez pas. C'est assez cool, en fait, comme métier. On a des clients dans 1500 villes dans le monde, à peu près. Ouais. Juste simple question, je connais pas trop vos produits, c'est quoi la différence majeure avec Heroku par exemple? On en parle tout à l'heure, il y a plein de différences. Mais C'est pas un troll, c'est juste pour Non, ça. mais c'est pas un troll, je sais. Mais sinon, je vais en parler pendant 20 minutes et ça va gonfler tout le monde. Et si tu veux, on en parle. Globalement, pour faire court, Clever, ça a été fait pour faire de la prod. Voilà. Non, mais globalement, on a des clients, par exemple, quand on a France TV, qui nous envoie une grosse partie du trafic, de trucs qui ont des audiences live, on s'énerve. On bosse aussi avec des banques, on a une grosse vision sur la sécu. On est les seuls Européens de la bande aussi et on est super choqués. Ah, vous êtes européen. C'est moi qui dirige la boîte en fait. Il n'y a pas un CEO avec un cigare planqué quelque part. Le CEO se balade avec une valise zèbre défoncée et fait tous les user groups de France. Ce qui est super cool en fait à faire ce métier-là, c'est qu'on a rencontré plein de développeurs. Donc des développeurs à l'étranger, des développeurs pas là. Enfin, on a vu des petites équipes, des grosses équipes, des très grosses boîtes où les décisions se prennent en 6 000 ans. Des équipes dans lesquelles les mecs sont capables de changer 3 fois d'avis dans la demi-journée. Et du coup, on a essayé d'apprendre de tout ça et on a appris plein de choses dans ce support-là. On essaye de reverser systématiquement ça à la communauté. Et donc, on le voit, on est assez présent, notamment parce qu'on a des avis et des opinions techniques très tranchées. Et du coup, on nous invite très souvent à venir les partager avec tout le monde. Je serai dispo derrière, j'ai super stickers de Clever dans mon sac, on en parle à la fin pour ceux, mais je ne suis pas venu vous parler de Clever Cloud, sinon je serais vous tromper sur Clever Cloud. Ok, pourquoi est-ce qu'on a créé la virtualisation, les containers et toutes ces technologies-là en fait là-dessus? En fait, si on retourne au démarrage, on avait des ordinateurs qui faisaient à peu près la taille de cette salle, mais qui étaient très cons en fait en termes de rapidité, et du coup en fait on pouvait faire tourner qu'un seul programme dessus. En fait, on faisait le programme même sur des cartes perforées. En fait, on faisait tourner un seul software dessus, et le software, il arrivait à la fin de son calcul, et on était content. Et puis, petit à petit, les capacités du hardware ont augmenté, et on a pu faire tourner plusieurs softs sur un seul hardware. Et du coup, ça nous a amené à devoir gérer en fait ces plusieurs softs, ce qui a amené à la création des operating systems. Donc un OS, son rôle, c'est de faire le ménage dans ce qui est fait par les autres process et de faire des décisions là-dessus. Et du coup, il y a eu tout un débat autour de comment on fait du process scheduling. Donc les process, c'est un software tout seul qui va tourner. Il y en a plusieurs process qui vont tourner les uns à côté des autres. Je ne sais pas si vous étiez un petit peu à l'écoute du débat passionnant qu'il y a eu à propos d'Init et de System D. Mais voilà, l'idée c'était comment on fait du process scheduling, comment on s'arrange pour faire en sorte que le soft fonctionne dans la vie. Et ça a été un gros débat. Et en fait, globalement, dans l'univers Unix, on a beaucoup de connaissances là-dessus, on a une grosse expérience et on a fait plein de choses que je trouve quand même très intéressantes sur ce sujet.
c'est qu'en mettant de plus en plus de soft là-dessus, enfin moi je me souviens, j'ai commencé à bosser dans les années 90-2000, enfin plus 2000 d'ailleurs, j'étais trop jeune dans les années 90. Bref, dans les années 2000, on avait plein de soft en fait, qui tournaient sur le même serveur. Donc, vous aviez un serveur, et dessus vous aviez une espèce de bordel avec tous les softwares, c'était compliqué, et ça donnait un spaghetti complet de management. Et du coup, on a décidé d'essayer. Oh là! Voilà. On a décidé. Ouais, il y a un truc qui génère des PMP en backside et qui les stream. Enfin, c'est compliqué, du coup, c'est pas nécessairement toujours très efficace. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on a essayé d'unlinker les capacités hardware, puisqu'on avait des serveurs très puissants, des capacités du software, et d'essayer de faire de l'isolation logique entre tout ça. Et du coup, au début, on s'est dit on va isoler les process les uns des autres, donc réellement ce qui tourne. Et ça, c'est le concept fondamental d'isolation. En fait, l'isolation se découpe en 3 trucs. La première chose, c'est les software dependencies. Ça doit faire mal. En fait, l'idée de base, c'est que quand vous avez un soft, parfois il y a des dépendances, donc parfois vous faites tout en compile statique et vous embarquez tout, et parfois il y a des dépendances dans le système. Par exemple, j'ai du PHP qui traite des vidéos, j'ai une dépendance à FFmpeg. Et donc il faut qu'il y ait FFmpeg qui traite dans le système. Donc la première chose, c'était les dépendances et les quelques librairies dont j'ai besoin dans mon système. La seconde chose, c'est la sécurité. Ça doit également faire mal. Qui correspond en fait à ce moment où on n'a pas envie qu'un process A puisse aller taper dans la mémoire, dans la RAM de l'autre, ou éventuellement changer son code source, ou interagir avec des données à lui. On n'a pas envie que les deux process en fait, puissent réellement interagir parce que ce serait un problème de sécurité, surtout si ce n'est pas nécessairement les mêmes gens dans la boîte, ou pire, dans des boîtes différentes, qui travaillent avec. Imaginons par exemple qu'on a plein de sites hébergés sur un mutualisé PHP. Si un des sites hébergés dans le mutualisé était capable d'aller taper du code PHP dans l'un des autres sites, ça pourrait poser des problèmes. Ça n'est jamais arrivé, bien sûr, comme histoire. Et pour finir, c'est l'accès aux ressources hardware. C'est-à-dire que, imaginons, on a plein de ressources hébergées sur un mutualisé PHP, il y a un des sites qui a énormément de trafic, tous les autres sont lents. Lui, il est tout seul, il a accès à tout et il bouffe les ressources de tout le monde et il est ce qu'on appelle un noisy neighborhood, c'est-à-dire qu'il a un voisin extrêmement bruyant, il prend toute la place et il en a tout. Et ça, ce sont globalement les 3 points préoccupants auxquels on réfléchit quand on parle d'isolation. Là-dessus est arrivé un concept, donc ça, c'est arrivé fin des années 70, début des années 80. Il y a un mec qui a écrit un truc qui s'appelle Shroot, donc Change Root, qui est parti d'un concept très simple en fait. C'est comme je suis sur Unix, tout est fichier. Si je suis capable de changer la racine du file system, bah je change complètement la façon dont fonctionne l'OS pour un process donné. Et du coup, ça change le contexte de file system du process. Fondamentalement, si on est, enfin, on se pointe dans une, donc là, je suis dans un Linux, donc je vois que j'ai des processus qui tournent, ouais, c'est complètement illisible. Donc là, j'ai des processus qui tournent. Vous lisez cette taille-là ou pas? Tout le monde dit là ou c'est illisible? Ouais, on dit cool. Je peux réduire encore un petit peu? Là, c'est toujours lisible? Bon. Je verrai si j'ai besoin de récupérer des trucs. Bref. Donc là, j'ai mes process qui tournent, et imaginons que je fasse tourner une applicatif Node.js par exemple là-dessus. Donc là, je vais rentrer dans mon dossier, je fais des petits scripts, et là, fondamentalement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un serveur que j'ai conçu pour être buggé. Et donc ce serveur me permet, quand j'envoie un header exec, d'exécuter n'importe quelle commande bash à l'intérieur, ce qui est une faille de sécurité majeure, mais c'était le point de la démonstration. Donc j'ai mon serveur qui est booté. On voit pas ce que tu n'as pas compris. Mais pourquoi? Ah ouais, c'est chiant ça. J'essaie de trouver une solution. C'est vraiment trop rude. Démon de machin. Alors, je vais
Ok, ça va pas être drôle. Pourquoi il veut pas? J'étais pourtant super gentil avec lui, je lui ai fait des bisous ce matin. Fuck it, sauf si. Non, je veux pas. Fuck it, je vais me démerder ça. Ok, donc, maintenant, imaginons que je décide de requêter ce truc. Donc, je requête sur mon IP et mon port. Et dedans, je mets un header qui s'appelle exec, dans lequel je vais faire par exemple un date. Et là, on voit que là, dans les logs de mon serveur, hein, ça c'est mon serveur Node qui l'output, j'ai bien exécuté un date. Bon, alors le date, il n'est pas très dérangeant. Par contre, au moment où je commence à faire de la création de fichiers, dans le répertoire TMP dans le cas présent, on voit que le fichier a bien été créé dans TMP. On peut se dire que potentiellement c'est gênant si je décide de réécrire un bout de binaire, par exemple la commande CD pour lui faire des trucs. Enfin, potentiellement on va créer des catastrophes. Donc on se dit que ce serait bien si le processus en fait Node était incapable à ce moment-là de sortir d'un contexte donné et qu'il était bloqué. Donc on va lui faire le coup de le shooter. Donc j'ai préalablement travaillé un environnement shootable où là en fait vous avez un certain nombre de dossiers qui existent préalablement. On va faire un truc pour bien s'y reconnaître. Je crée un fichier chroot là et je fais un fichier root à l'intérieur pour qu'on s'y reconnaisse bien. Et donc là, on a bien un environnement shootable. Donc là, je vais être obligé, il y a un certain nombre de fichiers à binder. En fait, pour que Linux marche, il a besoin d'un certain nombre de choses, proc, sys, level, enfin un certain nombre de choses que je vais monter en bind. Et à partir de ce moment-là, je vais être capable de me dire, bon bah cool, je vais pouvoir lancer un shoot. Donc un shoot, ça se lance assez simplement. Hein. Je vais rentrer à l'intérieur du shoot du truc. Et là, en fait, si je fais ls de la slash, on voit bien que je suis à l'intérieur du shoot. On a mon dossier en shoot et on est là. Et du coup, on pourrait très bien imaginer que je lance. Alors, soit je peux lancer dans le bash là un processus node, mais pour être encore plus sécu, je vais juste lancer le processus node tout seul comme un con. Il va se retrouver bloqué à l'intérieur du shoot et lui, il est shooté. Et ça marche absolument pas parce qu'il faut que j'aille couper l'autre processus, sinon il n'a pas le droit de se binder sur le système. Voilà, donc j'ai bindé, ouais, sauf que je vais avoir besoin de récupérer mon terminal. Donc là, j'ai récupéré mon truc. Donc moi, j'interviens bien depuis la base, donc le fichier root. Mais par contre, si on va voir à l'intérieur du système, on voit bien ici là, que je suis à l'intérieur d'un process pour mon node. Ça vous va? Là, on voit bien que je suis shooté. Et du coup, si je fais un curl ici pour créer à l'intérieur de TMP quelque chose, ben là, il n'y arrive pas, parce qu'en fait, TMP n'existant pas et n'étant pas un directory, puisqu'en fait, lui, il est à l'intérieur du contexte donné, il n'y arrive pas. Et même si je touch quelque chose d'autre, genre 4T là, oui, non mais non. Là, en fait, là, je lui ai demandé de le faire à la racine, il l'a bien fait, mais en fait, il l'a bien fait à la racine de la base. Donc ça, c'est super cool. Le problème de shroot, c'est qu'en fait, il faut être root pour se shooter. Ça, c'est un premier problème. La deuxième chose, c'est, admettons que je me shroot dans un bash. Si j'arrive à envoyer comme commande le fait que je veux me shooter dans le dossier supérieur, enfin dans le file system supérieur, il va accepter. Donc là, si on regarde qu'on est à la base, on est bien dans le shooté. Maintenant, je m'unjail. Je suis bien dans le root. En fait, là, je suis dans un shoot qui est dans le shoot, mais du coup, je suis remonté.
Du coup, ça pose un problème. Mais bien pire, comme j'ai tout un système à l'intérieur ici, qu'est-ce qui m'empêche de recréer des fichiers shadow, etc. et d'avoir du coup un user qui n'existe pas sur le système qui me permettrait de shooter et de remonter. Et donc en fait, en ayant l'impression de bien faire, on peut introduire une méga putain de faille de sécu. Sauf si on dit à SU, bah, quand tu es dans un contexte shooté, toi SU ne le fais pas. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que le SU dont je le sers dans le contexte shooté ait été patché pour gérer le problème. Ce qui veut dire adapter l'intégralité de notre code à ça. Donc ça pose des problèmes. Et donc, ça pose plusieurs problèmes, qui sont d'abord la relation avec root qui est tout à fait bizarre. Alors, on peut s'en servir, par exemple, on va lancer ProFTPD, on va le shooter, il est tout seul, il faudrait être capable de réécrire du code dans ProFTPD pour le lancer. Ça peut être intéressant. C'est pas très compliqué de sortir de shroot, et en fait, ça peut devenir une plus grosse problème de privilege escalation. Par contre, ça nous a permis de résoudre un problème de dependencies qu'on avait évoqué, donc de librairies, puisque dans notre arborescence shrootée, on peut avoir des librairies qui sont complètement les autres d'une autre dépendance shrootée, et donc on peut faire vivre deux versions concurrentes de MySQL, par exemple, très simplement. Par contre, là, on n'a toujours pas parlé de comment on va gérer la ressource hardware. C'est pour ça qu'est arrivé le nom tout à fait marketing de Jail et de container autour du marché, où en fait, vous avez sans doute entendu parler de projets d'Alcobase, de vServer, LXC, et plus récemment, tous nos petits copains chez Docker, Runc, Rocket et compagnie. Et en fait, ces trucs-là, d'abord, bah, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut être clair avec quelque chose, ces machins-là ne font rien tourner. C'est-à-dire que de base, Docker, il ne fait rien tourner. Il appelle le Linux kernel, et le Linux kernel fait des trucs. Rocket, c'est pareil. Globalement, entre tous ces systèmes-là, à peu de choses près, vous utilisez la même chose. C'est essentiellement l'enrobage et le sucre, ainsi que les préférences par défaut qu'ils ont dans les appels du Linux kernel qui changent les choses. Mais que vous fassiez du Rocket ou du Docker, très sincèrement, on s'en carre. La seconde chose, c'est qu'en fait, tout ça, ça repose sur deux grandes fonctionnalités. Une première qui s'appelle les Linux Namespace. C'est une fonctionnalité qui a été introduite en 2002 précisément pour Shroot et qui a été largement mise à jour dans la 3.8 en 2013. Et en fait, le Linux kernel, c'est quoi? C'est la possibilité dans un environnement de process de mapper des ressources de A à B. C'est-à-dire que MNT vous permet de dire, bah, dans le type de namespace, donc le MNT c'est le premier qui a été créé en namespacing, et tu as tous les autres qui ont été créés ensuite. Et en fait, l'idée de MNT est clairement de dire, bah, je vais varper ce qui s'appelait slash, dans mon contexte routé, MNT slash base va s'appeler slash. Et c'est ça que ça veut dire en fait, c'est juste un mapping de ressources dans un contexte. Et après, on l'a pour les PID, le network, les interruptions hardware, UTS qui est globalement le positionnement DNS dans le réseau, et les users du système. Mais ça n'est jamais qu'un mapping des droits de l'un à l'autre, une sorte de super set UID à échelle plus large, là notamment du mapping et du process dans les systèmes. La seconde fonctionnalité qu'on nous présente souvent comme étant une fonctionnalité de sécurité, alors que ce n'en est pas une, c'est les cgroups, qui ont été introduites par Google dans le kernel dans la 2.6.24 en 2008, et dont la version 2 va sortir dans la 4.5. Et c'est essentiellement quelque chose qui a été fait pour limiter l'accès des ressources hardware et faire du quota hardware par process, enfin par namespace. Bon, si ce n'est que, comme tu es dans le même bain global, les cgroups ne sont pas hyper précis, quoi. C'est pas... Enfin, faut pas compter sur les cgroups pour vous faire une répartition au NIF, quoi. C'est un peu votre grand-mère aveugle quand elle coupe le gâteau, quoi. Vous n'êtes pas sûr de faire des parts égales, quoi. Et du coup, il faut être très clair un truc, quand on parle de containers, les containers sont juste des Linux process, avec des permissions spéciales. Mais vous n'avez pas rien autour, vous n'avez pas de runtime qui les lance, c'est un putain de Linux process. Par exemple, imaginons que je me connecte à une de mes Docker machines. Donc là, je suis connecté de nouveau sur une Linux. Si je liste mes process Docker, ouais, là c'est pas jouable. Vous me dites, c'est lisible là? C'est bien? Donc, et là c'est toujours lisible? Top. Donc, on voit, j'ai des process qui tournent, j'ai une base de données Titan qui
tourne, qui est une base de données graph, qui elle-même se sert de Cassandra, d'Elasticsearch, et enfin bref, plein de trucs. J'ai une Cassandra qui tourne et j'ai un Elasticsearch qui tourne. Je pourrais faire tourner d'autres trucs si je voulais, enfin bon, déjà on a des trucs. Si je fais un PS Hawk sur la machine et que je liste les process, on va se rendre compte qu'on a en fait un peu tous nos process qui tournent, et oh mais my god, j'ai un Java qui tourne en route. Bah vous êtes dans votre process Docker. Hein. Votre process Docker c'est un putain de process. Il n'y a pas de magie en fait. Donc vous êtes en train de faire tourner un Java process en route. Faut l'accepter ça. Ce Docker ayant décidé qu'il se lançait en route et vu que c'est lui qui lance tout, bah voilà. Et donc tous vos process à l'intérieur de vos containers, ils ne sont pas à l'intérieur du container, ils sont à l'intérieur du système hôte. Il faut être bien clair avec ça. Le problème de l'isolation et des side effects, en fait, vous avez un certain nombre de side effects dans l'isolation. Quand vous êtes à l'intérieur d'un système hôte, vous avez plein de ressources qui sont limitées. Par exemple, à chaque fois qu'on ouvre un programme, enfin tout est fichier dans Linux. Du coup, bah, si vous lancez une commande, vous ouvrez un programme whatever, vous allez créer un proc. Un proc, c'est un fichier. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, dans un système Linux, vous avez un truc qui s'appelle le file descriptor. Le file descriptor, c'est le nombre de fichiers possibles à ouvrir à un instant T sur un OS de manière globale. Imaginons qu'on utilise un host énorme pour lancer des RIAC. RIAC, c'est une database, elle est super cool, par contre, elle aime bien ouvrir des fichiers. Elle en ouvre beaucoup. Donc déjà, il faut tuner toujours son nombre de file descriptors web. Mais comme whatever, j'utilise un scheduler, Swarm, Kubernetes, machin, je lance plein de RIAC, je ne sais pas trop en fait ce qui tourne sur ma machine, et il y a plein de RIAC de lancer, qui ouvrent plein de fichiers. Bah, et à un moment, j'atteins la limite de mes file descriptors. Et là, j'ai une application PHP tout à fait simpliste dans un coin, qui fait sa rotation de fichiers de log. Bah, mais il n'y a plus de file descriptor possible à ouvrir. Sa rotation de fichiers de log va planter. Pire, j'ai un PHP FPM qui donc lance des process à chaque requête. Ah, il ne peut pas lancer. Et donc là, il va commencer à planter. Etc, etc, etc. Et le truc, c'est que vous, votre monitoring pendant ce temps-là, il se dit, bah attends, tout est gris, ça fonctionne. Excusez-moi de vous couper, j'ai Romain et Franck, j'ai un message urgent. Je vous les prenne. Excusez-moi. Vous pouvez continuer. Et en fait, du coup, votre monitoring vous dit, mais tout va bien. Et avant que vous compreniez ce qui est en train de se passer, il va s'écouler un petit peu de temps. Parce que c'est la merde en fait. Prenons un exemple. Je décide. Je décide que je vais avoir besoin d'aller choper quand même le truc que je ne vais pas choper, parce que je ne me souviens pas de la commande de mémoire, parce que ça n'est pas intéressant. Ben non, ça va marcher du coup. Ouais, ça marche. Ok, donc, je décide de faire une fork bomb à l'intérieur d'un de mes containers. C'est pas intéressant, c'est pas intelligent, c'est pas le point en fait. Je dis pas que je fais planter Docker parce que je suis brillant, c'est absolument pas le point. Ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer comment ça va se passer si jamais vous avez un problème à un moment. Pendant ce temps-là, je vais me déconnecter de celle-là parce que je vais avoir besoin de ce process-là. Je lance mon fork bomb. Du coup, si je fais SOX, je me rends compte qu'il commence à y avoir de plus en plus de process Ruby. On va commencer par les compter, ça sera moins chiant. Et donc là, je monte, je suis à 2700 process, 3100 process, 3600, 3008, 1 à 1, ça continue à monter. Et là, en fait, ma machine continue à avoir de plus en plus de process. Le tout étant, si je fais un Docker PS, que j'ai toujours juste quelques images de lancer, mon image Ruby qui est en train de forker, ma Docker Titan, ma Cassandra, etc. Ah, ben qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis fait virer. Ah ben, plus de file descriptor, j'ai essayé de lancer un process, j'avais pas le droit, hop, il m'a dégagé. Là, mon serveur, pour lui, il est up, hein, tout va bien. Genre, ma Cassandra, elle est censée fonctionner, sauf qu'elle ne peut plus créer de fichier. Ça, c'est un side effect. Un side effect un peu monstrueux, en fait. Et j'ai nullement été interféré dans les... Enfin, j'ai nullement joué avec les processus d'isolation.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un système donné, il y a une infinité de possibilités d'échecs profonds que tu peux gérer comme ça. Parce qu'en fait, tu es dans un système, tu as beau lancer des process, des namespaces, des six groupés, tu es dans un seul système, donc tu as intérêt à avoir immensément confiance en chaque process tournant sur le système, qui sont les uns à côté des autres. Il y a plein d'autres problèmes que ça pose. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est pas parce que les mecs de Rocket expliquent qu'ils sont sur la sécurité, machin, super fort, c'est la même. C'est le même problème dans ce genre de truc. Le second problème qu'on a, c'est que tout ce dont je viens de parler ne respecte pas la Linux philosophie. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a un process qui fait un Docker run et qui exit 0. Parce que lui, il a juste envoyé une demande au Docker daemon pour lancer un bordel. Le truc, c'est que le Docker daemon, lui, on l'a démarré au démarrage et on ne sait pas en fait qui crée des enfants, pas des enfants, whatever, tout ça. On s'en fout en fait. On n'est pas au courant. Et donc en fait, ce truc-là, il se comporte comme s'il était le PID1. Le PID1, vous vous souvenez, c'est le truc qui gère les process dont j'ai parlé au démarrage. Et donc ça va générer un certain nombre de problèmes, qui est qu'on va avoir un conflit constant entre Docker et systemd. Alors, d'un point de vue software sur votre machine, c'est sûr. D'un point de vue dans la vraie vie, oui. Parce qu'en fait, les mecs de Docker tendent à remplacer le PID1, sans faire tout le boulot du PID1. Le second problème, c'est qu'à l'intérieur de votre conteneur, et là je suis un peu baisé pour le démontrer, parce que j'ai un peu killé ma machine en fait. Je vais la killer et on retournera le... Alors, si je fais un Docker... Hop, je vais voir si j'arrive à lancer cette machine rapidement. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la machine, votre processus, avec le mapping de PID, il est persuadé d'être PID1. Qui sait ce que fait PID1 en vrai dans la vie? Systemd, il a plusieurs missions. Notamment, il a une mission qui est de dégager les processus zombies. Du coup, on peut se retrouver très facilement avec une tétrachée de processus qui font leur vie à l'intérieur du container et que personne ne va arrêter. Et spécialement si on a un truc qui passe son temps à créer et supprimer des process. C'est quand tu veux sinon pour... Voilà, merci. Imaginons donc là, j'ai de nouveau mes trucs. Et là, si je fais un Docker, faut que je me souvienne exactement de comment re-rentrer dans un machin. Ouais, je suis d'accord. Donc Docker exec. Son ID, il faut le mettre. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur de la Docker, enfin, je vais me mettre dans le même namespace en fait que la Docker, parce que je ne rentre pas à l'intérieur, parce que tout est dans le programme commun. Ouais, sauf que là, ça me gonfle un peu. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir bash en fait? C'est Docker exec. Ah oui, il y a un moins i à mettre. Donc là, je suis à l'intérieur. Donc on le voit quand je liste le slash, je ne suis pas du tout dans le même environnement. Mais si je fais un PSOX à l'intérieur de ça, bah mon PID1 ici, c'est le script SH. Sauf qu'un script SH, bah ça ne sait pas nettoyer les zombies. Un script SH, ça ne sait pas gérer des process. Donc du coup, ici, en fait, on a un truc qui se prend pour PID1, mais qui ne l'est pas. Et là, il se trouve qu'il y a un entry point un peu propre dans lequel c'est un script SH, mais la plupart du temps, on va directement binder la Java dessus. Java, il se prend un PID1. Vous avez déjà essayé de brancher un JConsole pour faire du monitoring sur le PID1? La JConsole vous dit, il est hors de question que je fasse ça, je n'ai pas le droit moi de me connecter au PID1. Donc en fait, je dis pas ça pour dire que c'est pourri, ni rien, c'est pas le point en fait. C'est juste que ça se fight avec tous les systèmes Unix tels qu'ils ont été pensés. Et surtout, il y a un dernier problème. J'ai packagé tous mes binaires, mes machins, mais etc. Et ce que je package dans un Dockerfile ou dans n'importe quel container, c'est des binaires, c'est pas un concept. Je les emmène tous, sauf le kernel. Moi, on passe mon temps à m'expliquer, ce qui va être génial, c'est que du coup, on va prendre du PC du dev à la prod, ça va être le même binaire, tout le tester, tout génial, etc. C'est un débat sur lequel on reviendra. Mais du coup, ce que vous m'expliquez, c'est que le tout testé, tout génial, c'est ça,
Et toutes les librairies low-level, genre la glibc, Boost, enfin tous les trucs qui parlent au kernel en fait en permanence, vous les impactez et vous les faites tourner sur un kernel, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, puisque le kernel qui tourne sur la machine et le kernel qui tourne sur la prod sont potentiellement des gens qui n'ont rien à voir. Pas la même version, pas la même compilation, pas les mêmes options, whatever. Donc là pour moi il y a un problème de fuck la life, du coup comment on résout le truc? On compile des kernels ultra larges avec l'insertion de modules et machin et la moitié de la planète dedans pour être sûr qu'on ait tout. Et du coup, on ouvre la fenêtre d'exposition du code du kernel au maximum, comme ça on a des problèmes de sécurité. On a un autre problème, le monitoring. Le truc, ça doit faire mal. En fait, il y a beaucoup de gens qui se font mal dans les slides. Le monitoring, très techniquement, le monitoring, il faut aller choper des tonnes d'informations dans le système. Le truc, c'est qu'une fois que je suis là-dedans, mais je ne les ai pas mes infos de monitoring. D'abord, il faudrait que je spin up un process de monitoring, un agent de monitoring qui va collecter de la donnée. Mais en plus, comme Cgroup passe son temps à mentir au bordel de monitoring plutôt que de lui laisser accéder, en fait, mon process de monitoring, il est complètement fucké. Et il ne peut pas aller choper les informations au sein du système pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, comment monitorer un container? Je sais pas. Je n'ai pas de proposition concrète à faire. Si ce n'est tout monitorer depuis outside. Donc le problème fondamental qu'on avait avec les containers, c'est que c'était très marrant, mais que, donc ça a été créé bien avant la Virtue, les containers, c'était très marrant, mais ça remettait en cause tout le fonctionnement du système Unix Linux. Et donc on passait son temps à aller se battre contre. Et du coup c'était chiant. Du coup, des gens ont continué à chercher. Et là il s'est passé un truc génial, il y a un mec qui a inventé l'émulation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un mec qui s'appelle Fabrice Bellard? C'est un mec, il est autiste, personne ne le connaît, personne ne l'a vu, et une fois de temps en temps, tous les 2-3 ans, il vous sort un truc qui défonce. Premier gros truc dont j'ai entendu parler de Fabrice Bellard, c'était il y avait des Japonais qui avaient eu le deuxième supercalculateur mondial et qui avaient explosé le nombre de décimales de pi, qui avaient fait un papier, révisé le code en expliquant comment ils avaient fait, quoi. Fabrice Bellard, c'est le mec qui a fait, je suis pas trop petit sur leur code. Il s'est mis à recoder un truc, il a explosé le nombre de décimales de pi fait par les autres sur sa bécane de bureau. Les mecs avaient un peu les nerfs. Ensuite, le mec a codé un truc dont on sert un peu tous, ça s'appelle FFmpeg. C'est le truc qui fait tourner VLC. Oui, c'est lui. C'est Fabrice Bellard, la base de code des FFmpeg. C'est aussi le mec qui a écrit un truc qui s'appelle JS Linux, qui vous permet de booter un kernel Linux à l'intérieur de votre browser. En fait, il fait tourner une machine virtuelle, enfin un émulateur de processeur en JS dans le browser. Et il a également créé un truc qui s'appelle QEMU. Et QEMU, en fait, c'est un truc qui émule un processeur. Donc, il y a du code qui fait croire qu'un processeur existe, alors qu'il n'y a pas de processeur. Et dessus, on va pouvoir booter un kernel à l'intérieur et faire fonctionner le truc. Alors évidemment, ça coûte une burne de temps de faire ça. C'est hyper lent, en fait. Mais c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner certaines choses. Par exemple, quand vous servez de Dolphin pour émuler une GameCube et jouer illégalement aux jeux de chez Nintendo sur votre ordinateur, c'est ce que vous faites. Comme le processeur de la GameCube est tellement plus lent par rapport à votre Intel dernière génération, ça pose pas de problème et Dolphin vous permet de vivre tranquillou. Alors que c'est pas du tout les mêmes sets d'instructions ni rien. Ça, c'est de l'émulation. Et en fait, l'émulation, ça permettait de faire ça. Par contre, c'était lent, mais vraiment lent, sa mère. Il y a d'autres gens qui se sont mis à faire des trucs, les mecs de Xen, ils ont fait de la paravirtualisation. Alors paravirtualisation, c'est un terme qui s'est un peu fait choper dans un coin et qui veut plus trop rien dire, mais en fait, la paravirt, vous allez faire tourner un système vraiment minimal qui est Xen, et en fait, pour booter des OS à l'intérieur, vous allez modifier le kernel Linux et lancer un kernel Linux qui lui ensuite va monter un block device, donc un disque dur virtuel qui n'existe pas, mais qui est un disque dur, et booter un système entier. Et en fait, on a modifié le kernel Linux pour qu'il puisse communiquer avec le paravirtualiseur qui est au-dessus et booter un système entier en dessous. Ça pose un problème, d'abord parce que votre kernel Linux il vit à l'intérieur de votre système de virtualisation qui est en dessous et pas le reste du système, donc c'est chiant à mettre à jour. Et le deuxième problème, c'est que ça reste un énorme patch au kernel Linux. Et d'un seul coup, Intel, en 2003, nous sort des nouvelles instructions processeurs, les VTX.
Les VTX, la concept d'Intel, c'était pas très compliqué, c'était je veux être capable de faire tourner plusieurs OS en parallèle sur le processeur sans même que les OS soient au courant. Du coup, c'est une séparation complète et absolue du software. C'est-à-dire que ce sont des appels qu'on fait au processeur qui permettent de dire au fait, on va booter un autre truc, et à partir de ce moment-là, on se connecte. Et donc ce truc-là, on va être capable de faire une séparation complète du système. Également, tu vas pouvoir dire qui a accès à quoi. Notamment, en fait, les mecs d'Intel au démarrage, ils pensaient qu'on allait mettre un processeur, 24 réseaux, et qu'on allait dire bah, cette machine virtuelle-là a accès à cette carte réseau, celle-là a accès à cette carte réseau, tout. Sauf qu'en fait, ça c'était hyper chiant. En fait, ce qu'on a tous fait, c'est que bah, on accède à une carte réseau avec le premier système, et puis ensuite on lui fait faire du routage, comme s'il y avait un routeur en fait à l'intérieur de la machine et du switching. Et en fait, on crée un réseau virtuel à l'intérieur qui va fonctionner, parce que ce serait hyper chiant. Mais en fait, on peut littéralement, dans les VTX, donner accès à des parties du hardware de la machine de façon spécifique à un des OS qui tourne au sein du système. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va utiliser un operating system complètement traditionnel, qui n'a aucune idée qu'il est en train d'être virtualisé, les uns à côté des autres, sans qu'ils puissent se toucher, puisque de toute façon, c'est garanti par les instructions du hardware. Enfin, si on regarde vite fait ce que ça peut donner, je ne sais pas si je vais avoir assez de jus. Donc là, je suis connecté à une machine. Sur cette machine-là, si je fais un PSOX, il y a beaucoup de process. Donc là, on voit que sur cette machine-là, il y a beaucoup de process, et on voit qu'il y a plein de process qui s'appellent QEMU KVM. Et en fait, ça c'est une machine virtuelle qui tourne. Mais je vois pas moi les process qui tournent à l'intérieur de la machine virtuelle. Dans chaque machine virtuelle, il va y avoir une cinquantaine de process qui existent, mais moi je les vois pas d'ici. Moi ce que je vois, c'est juste qu'il y a un process qui est la machine virtuelle, qui est juste le process qui permet d'avoir dit au CPU, bah là je crée une machine virtuelle. Si je les filtre, arrête-toi, je te demande de t'arrêter. Pourquoi toi t'es passé en bleu partout? Donc, si je les filtre et que je les compte, on se rend compte qu'il y a 132 machines qui tournent en fait, tranquillement sur cette machine-là. C'est une pégade de tâches. Donc, on voit qu'on peut lancer plein de machines virtuelles en fait, les unes à côté des autres. C'est pas un problème. D'un point de vue isolation, qu'est-ce qui se passe? Bah, vu qu'on ship tout l'OS, on peut mettre ce qu'on veut comme dépendance applicative dedans. En termes de sécurité, bah, on a une garantie par le hardware qu'il est impossible de parler d'une machine à l'autre. Et en termes d'hardware resource access, bah, c'est pareil, dans les instructions du CPU, on a des instructions pour limiter l'accès aux ressources hardware. Et ça fonctionne super bien, parce que du coup c'est encodé dans le CPU, c'est pas du soft qui essaye de faire des calculs plus ou moins justes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que out of nowhere a débarqué une série de gens qui nous ont expliqué qu'il fallait qu'on passe tout en container. Parce que les containers avaient de la performance et que les machines virtuelles étaient lentes. Qui pense que les machines virtuelles c'est lent? Pourquoi? C'est un pressentiment. Pourquoi? Parce que ça va pour moi, ça va diviser la puissance du hardware parce qu'on a un OS en plus. L'OS en fait c'est quelque chose qui pèse extrêmement peu lourd. Parce qu'en fait, un OS, enfin, la première chose qu'il faut savoir à propos des machines virtuelles, c'est que le sentiment de lenteur vient du fait qu'on les a tous utilisés en graphique avec une émulation d'écran, et qu'en fait, émuler un écran puis en retransmettre un écran graphique, c'était lent, sa mère. Et en fait, c'est l'affichage qui était lent, c'est pas le run. Bien sûr, quand on est sur un serveur, on se fait pas chier à émuler l'écran. La seconde raison, c'est que ça boot super lentement. Ça, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas faire booter un OS. Nous, on fait booter un OS en 6 secondes chez Clever. C'est-à-dire qu'entre le moment où on dit au scheduler il me faudrait une machine virtuelle, et le moment où on a la machine virtuelle qui dit au fait j'ai eu mon réseau, j'ai machin, j'ai tout booté, j'ai commencé à déployer l'application du client, il s'est écoulé 6 secondes.
pas les 6 minutes de chez Amazon, ça je vous l'accorde. Ensuite, les performances, la question c'est quoi le défi des performances? C'est quoi la boundary? C'est quoi votre limite en fait? Qu'est-ce qui vous étrangle en termes de perf? Est-ce que c'est la RAM? Est-ce que vous manquez de RAM? Normalement non, la RAM ça coûte que dalle, on en rajoute quand on en a besoin, fin d'histoire. C'est rare qu'on manque de RAM. Enfin, vous arrive souvent d'être bloqué par la RAM, hormis sur votre laptop parfois, où, oui vous êtes bloqué, mais je parle d'un point de vue applicatif sur un serveur. Il n'y a pas de problème de RAM sur votre serveur. Est-ce que c'est le CPU? Est-ce qu'on fait du burning de CPU, réellement, sur un système? Moi je ne suis absolument pas convaincu sur le burning de CPU, parce qu'en fait, un CPU, c'est un truc qui s'emmerde. Nous, on héberge des milliers d'applications, on regarde les CPU s'emmerdent, mais royalement. Ils s'emmerdent tellement royalement que dans la dernière release de BetterFS, qui est donc le nouveau système de fichiers qu'on va tous utiliser sous Linux, qui est une tuerie, par défaut, ils ont activé la compression sur le disque dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la rapidité pour parler au disque dur, comparée à la rapidité du processeur, fait qu'en fait, il n'y a absolument aucun coût. C'est-à-dire que vous regardez les deux courbes de test, il n'y a absolument aucun coût à faire de la compression en écrivant sur le disque. Le CPU a largement le temps de faire la compression et de gérer d'autres trucs, le temps qu'il écrive sur le disque, tellement le fait de parler au disque dur, c'est lent. Et là, en fait, la vraie boundary que tout le monde a, c'est les I.O. Les I.O., c'est le fait de parler au réseau et le fait de parler au storage. Ça, c'est lent. Et ça pose des problèmes. Dans les faits, vous développez un site en PrestaShop et vous avez un problème de performance, jamais votre CPU et votre RAM qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que vous faites 900 requêtes à votre base de données et que le temps de lui parler, ça prend une tétrachée de temps. Par page. C'est un truc courant qu'on rencontre dans les PrestaShop. Ça a généré une certaine vague de frustration chez nous. Ça, c'est un vrai problème. Donc économiser du CPU, est-ce que c'est tellement important ou pas? Oui, il y a des applicatifs sur lesquels c'est hyper important d'économiser du CPU, je ne dis pas que ça n'a aucun sens. Bien, la plupart du temps, franchement, le CPU, il s'emmerde. L'autre point, c'est qu'il faut être capable de choisir son combat. Putain, j'ai un problème d'affichage là-dessus. Et en fait, est-ce que tout le monde est fait pour faire de la low-level Linux Dark Magic? Qui lit toutes les releases du kernel tout le temps? Sincèrement, vous devriez essayer. Vous voulez devenir ingénieur Docker, commencez par lire les releases du kernel. D'abord parce que les releases de Docker vous parlent essentiellement de concepts abstraits. Les releases du kernel sont extrêmement faciles à lire. Et, bonus, il y a un groupe de gens qui s'appelle delfp.org, la Linux Thread Page, qui se font chier à traduire les releases du kernel à chaque fois. Ils font un boulot monstrueux, parce que c'est long, les releases du kernel, et ça vaut le coup d'aller les lire. Si vous décidez que vous faites du Docker dans la vie, assumez le truc, le runtime de Docker, c'est Linux kernel. Par exemple, dans tout l'écosystème Docker, en ce moment, la mode, c'est de dire on va faire du Alpine. Parce qu'on a un gros problème avec les images Docker, elles sont obèses, tout ça, c'est chiant, sur le réseau, ça clone mal en Wi-Fi, c'est super. Vous aviez tous entendu parler d'Alpine, là? Qui avait entendu parler d'Alpine? Non? Et du coup, vous étiez tous dit, c'est super cool. Et puis, c'est génial, Alpine, ils font des images de 5 mégas. Mais comment ils font les mecs d'Alpine? Tout le monde me dit, ils ont fait un système Linux dans lequel il n'y a rien. Non. Moi, au début, je me suis dit, c'est génial, je vais enfin pouvoir faire des Docker images pas grosses. Bon, comment ça marche en OS? Oh fuck, tous les paquets sont maintenus par le même gars. Ça, pas trop. Déjà, j'étais moyen fan. Mais au fait, pourquoi il a créé cet OS, le mec? C'était quoi son délire? En fait, le mec qui a créé Alpine, c'est un mec qui pense que la glibc, c'est pourri. Et du coup, ce mec-là a décidé de recoder avec des petits copains MicroClipc, qui est une glibc binary compatible avec la glibc. Sauf que c'est codé par 5 mecs dans un garage. Ouais. C'est quoi exactement la glibc? La glibc, c'est la dépendance, c'est la librairie standard C que tu emploies quand tu fais tout du GNU. C'est-à-dire que la seule dépendance que tu as dans tout C, c'est le truc qui fait tes appels réseau, c'est le truc qui fait tes résolutions DNS, c'est le truc qui parle à l'OS, c'est le truc qui fait des system calls, c'est ta librairie standard C, quoi. Du coup, brique un peu importante en fait. Donc là, le mec, ils ont commencé par faire un wrap-up de la glibc, puis en fait le mec d'Alpine était encore plus chelou que les autres,
Il a essayé de faire un truc qui s'appelle Nuzzle. Alors là, autant ils ont laissé tomber la compatibilité binaire, mais du coup, il faut toujours tout recompiler avec son bordel. Donc autant pour les mecs qui t'expliquent que ça va être le même binaire et tu comprends la testabilité, la trustabilité de l'ensemble de l'environnement, ouais, sauf qu'en fait ce que tu fais, c'est que tu fais tourner MySQL qui a toujours été testé toute sa vie pour tourner avec la glibc, avec une librairie que c'est pas, ouais, voilà quoi. Genre, on a tout recompilé à la Warmat, c'est trop cool, enfin la vie est belle. Moi je veux bien, enfin moi ça me dérange pas, sincèrement. Alors, par ailleurs, si vous arrivez à faire tourner JDK là-dessus, vous me faites signe. Moi ça me dérange pas, c'est juste que je préfère que les gens le sachent. Et comme c'était absolument pas dit, ça m'énerve un peu. Les non-dits de cet écosystème-là sont là. Et donc vous voulez faire du low level, allez voir ce qu'il y a dans le low level. Le low level, c'est ça, c'est ce genre de dirty little secret. Il y a un autre truc qui m'énerve, c'est ok, c'est génial, on va faire des dépendances monolithiques et complètement limitless. Quel est le sens de l'histoire? Le sens de l'histoire est l'agrégation de plus en plus de connaissances humaines. Au XVe siècle, dans un château, vous aviez un mec qui s'appelait le savant. Le mec qui connaissait l'alchimie, il était scientifique de l'époque, connaissait les textes romains anciens, connaissait la médecine et l'astronomie. Et il connaissait tout, parce que globalement, on pouvait à l'époque prendre l'ensemble des connaissances humaines, la mettre dans la tête d'un seul mec, et ce mec-là était référent. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est à la fois neurochirurgien, conducteur de tracteur, ingénieur en deep learning et tourneur fraiseur. Ça n'existe pas en fait. Parce que l'ensemble des connaissances humaines a tendance à progresser et donc c'est hyper compliqué et on va vers un monde d'expertise. Et donc du coup, moi l'idée qu'avant on avait une flexibilité, maintenant on en a moins, ça me dérange. C'est quoi les dépendances layers? Au début vous avez les dépendances de votre code, donc vous allez mettre dans votre build system, votre Maven, votre composer, votre NPM, etc. Avec ces libs, ok, tout ça c'est le build system. Mais ensuite, les binaires que vous allez agréger, qui font partie du système, là, c'est le boulot du container. Alors, si vous voulez en plus avoir l'adhérence du kernel, il va falloir aller jusqu'au niveau d'une VM. Mais du coup, en fait, ça veut dire que tous les binaires sont sous votre responsabilité. Donc, on a durci, on a allongé la distance de responsabilité de dépendance que vous avez. Il y a combien de failles de sécurité qui sortent dans le monde par an? Les CERT, les CVE qui sont publiés. 25 000. En constante croissance. Ce qui veut dire que c'est toutes les semaines qu'il faut mettre à jour. Donc, quand vous faites une Docker image, en clair, toutes les semaines, vous devez faire la mise à jour de l'ensemble des softs qui font partie de cette Docker image. Est-ce que c'est réellement le job du développeur? Moi, je suis prêt à ouvrir le débat. Si tu fais une librairie, enfin, si tu fais un bout de code en Spring Boot, tu es dépendant à la JVM, franchement, tu t'en fous de comment ça tourne en dessous. Et je vois pas pourquoi solidifier ta dépendance jusqu'en bas pour le plaisir d'emmerder le monde. Toi, tu dis juste, mon requirement, c'est que j'ai Java qui fonctionne en version 8, version majeure. Le reste, je m'en carre, et c'est tout. Comme ça, quand il y a une faille d'OpenSSL, ça t'évite d'avoir à faire la mise à jour, ou, dans le cas présent, de ne pas la faire, et de générer une catastrophe. Je dis pas qu'il ne faut pas utiliser Docker, et c'est pas du tout mon argumentaire. Je dis qu'il faut l'utiliser dans les bons cadres. Et donc, je préfère vous expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur. Moi-même, j'en ai plein en prod. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas l'employer. Je préfère expliquer comment ça fonctionne dans le bas level pour que vous fassiez des choix éclairés. Et surtout, ce que je voudrais éviter, c'est que le DevOps, qui est une façon de penser qu'il faut que les développeurs et les Ops bossent ensemble, parce qu'avant, dans les boîtes, on les a séparés et vous aviez la prod et l'infrastructure qui en fait avaient des objectifs différents parce qu'ils n'avaient pas les mêmes budgets et pas les mêmes façons de voir le monde. Et du coup, les mecs passaient leur temps à s'engueuler et du coup, on perdait de la productivité. Ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de boîtes en France, ce que j'observe, c'est qu'il y a un phénomène Dev plus Ops. C'est-à-dire que c'est les développeurs qui disent, bon, bah du coup, je vais faire le boulot des Ops, c'est des broncos. Et ça, en fait, ça veut dire que, vous accroissez votre limite de responsabilité, ce qui est contraire au sens de l'histoire, et être contraire au sens de l'histoire n'est jamais une grande idée. Et ensuite, c'est pas vrai, parce qu'un Ops a aussi des compétences. Il sait comment gérer de la charge, il se tient au courant de la sécurité, il a du boulot à faire pour ça, il fait du networking bas niveau, il sait comment booster les IO, il a une vision de la prod. Le DevOps, c'est pas le développeur qui remplace l'Ops en prenant tout, c'est collaborer avec ces gens-là. Docker peut être un moyen de collaborer en fournissant en fait la recette de cuisine pour construire son OS, mais il ne faut pas remplacer ces gens-là en prenant leur boulot alors qu'on ne sait en vrai pas le faire. C'est pas parce que les gens sont désagréables dans le quotidien, parce que parfois ils ont des contraintes qui ne sont pas les bonnes, qu'il faut les supprimer. De façon très importante, et je vais être très clair avec ça, je ne veux plus jamais entendre
qu'un container, c'est quoi? C'est quand même une machine virtuelle, mais light. Parce que c'est, un, pas vrai, deux, dangereusement pas vrai. Et surtout, et je vais être très clair là-dessus, faire tourner des containers avec du third-party code, donc du code de gens qui ne se connaissent pas les uns à côté des autres, correspond à une version horrible et dénaturée de faire tourner du multi-PHP. Parce que là, en plus, vous faites tourner n'importe quel binaire, donc vous multipliez les chances de surface d'exposition en sécurité. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était très cool. Je vous ai fait un code promo pour le web en vert, le web est ouvert sur Clever Cloud si vous avez envie de tester. Si vous avez envie de tester, vous pouvez soit pusher vos applications, vous pouvez également pusher une Docker file si vous voulez pour lancer du Docker, parce que du coup, quand on fait du Docker chez nous, en fait, on vous boot une VM et dans laquelle on colle votre Docker, fin de l'histoire, comme ça vous êtes isolé. Et en plus, comme ça, on peut vous mettre en place ce qu'on appelle le mode host dans Docker, qui est ne pas mettre leur surcouche de gestion du réseau, qui est en fait ultra lente et qui fait que, en fait, un container peut être plus lent qu'une VM d'un point de vue I/O si on ne sait pas les configurer. Retrouvez-moi sur Twitter, j'ai toujours ce pseudo incompréhensible. Et si vous avez des questions, je suis dispo. Et j'ai les super stickers qui sont là. Ouais. Est-ce qu'on peut retrouver ton talk quelque part? Le talk se trouve sur YouTube. Je l'ai donné à Devox France. Cette version est meilleure que celle de Devox France. J'ai eu le temps de la travailler un peu plus. C'est pour ça qu'on a investi dans un trépied. C'était que pour ça. Et du coup, bah, il sera au web, sur la chaîne YouTube du Web en vert, quoi. Pour 2 € seulement. Ouais. Question tout bête, mais par expérience, moi j'avais testé avec Vagrant, Ouais. pour le développement, et en fait j'étais confronté à un gros problème de performance. En fait, c'est pour du PHP, voilà, mais c'est pour un projet en Symfony, et rien que son composer install, déjà ça me prenait 1 heure. Ouais. Et j'ai jamais trouvé la réponse à pourquoi. Dire c'était pas un problème de machine, une cross, grave, je sais pas. C'était probablement un problème d'IO. En fait, Composer. Alors d'abord, Composer, il n'est pas nécessairement. Enfin, il était, parce qu'il est de plus en plus, mais il n'est pas toujours ultra pushy. Donc parfois, il faut l'attendre un peu. Ensuite, si ton IO était lente, en fait, tu vas ralentir tous tes gates de lib. En fait, toi, quand tu fais ton Composer install sur ta machine, enfin, quand tu fais tourner ton Composer, en fait, il se sert d'un cache. Et là, tu n'as pas de cache. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est de monter un cache. Quand tu vas faire ça dans ton Vagrant, tu te démerdes pour monter un cache externe qui va te permettre de récupérer en fait tes libs plus vite. Après, peut-être que c'était ton script Vagrant qui était lent. Ou peut-être tout simplement c'était le driver Vagrant que tu employais, qui était lent à la fois sur l'OS, enfin sur le network, et sur le storage. Parce qu'en fait, Vagrant, à des moments, pour te faire accéder au file system de l'hôte, il te fait une espèce de montage réseau chelou en Samba. Et là, là ça sert à rien de t'énerver, quoi. J'avais vu justement des trucs pour améliorer justement cette performance-là, et je l'avais fait. C'était pas fou, quoi. Et même après, après Composer se fait et tout, c'était pas possible, quoi. Tu recharges la page, ça prend 1 minute ou 2, c'est court, quoi. Alors, ce qui serait bien, c'est de tester d'abord si c'est juste ton script qui est lent. Ce que tu fais, c'est que Ouais, mais là, c'était juste afficher un temps de truc. tu le pushes, en fait, tu pushes sur Clever, tu vois comment le Composer se passe. Si le Composer est rapide sur Clever, on regardera à quoi ressemble ton Vagrant file et on comprendra pourquoi il est lent. Moi, je me suis demandé justement si c'était pas plutôt pour des projets petits ou si c'était Symfony qui était vraiment lourd. En vrai, Vagrant en prod. Ouais, mais c'est pas pour de la prod, c'est pour du dev, mais Ouais. c'est pour tester, quoi. Tout le monde m'a dit tu verras, c'est génial et tout. Ça peut être cool, Vagrant. Enfin, Non, ouais, normalement, c'est pas aussi lent que ça, quoi. ouais, là pour moi, il y a eu un pépin quelque part. Faut regarder si tu veux ce qui s'est passé. Tu utilisais quel driver? Tu étais sur VirtualBox dessus? Ouais, c'était. Ouais, non, VirtualBox c'est lent. L'histoire de Docker, ouais, un autre truc. Docker, ils adorent faire ce genre de truc, genre Docker Native Support for OS X, avec le Docker Beta. Et du coup, tu as les mecs qui disent, ouais, mais du coup, les containers, en fait, maintenant, ils sont natifs sur OS X. Non, ils ne sont pas natifs sur OS X. Docker Beta, ils ont shippé dedans un autre virtualiseur que VirtualBox, parce que VirtualBox est une base de code qui est, pas nécessairement très Linux. Après, là, ils sont en train de bosser avec Microsoft sur les containers Windows, qui est une façon de Microsoft de faire des containers. Mais en fait, Microsoft, ils ont pété un câble sur leurs containers. Et en fait, ce qui se passe quand tu lances les containers de chez Windows pour l'instant, en fait, le truc commence par te lancer une mini VM Hyper-V dans laquelle en fait, il lance ton container. Ouais, c'est ce que vous faites, version
En fait, après des années, et de façon tout à fait bizarre, je suis d'accord technologiquement avec Microsoft. Comme quoi, Satya Nadella, le mec, il est imprévisible, quoi. D'autres questions? Ouais. Quels peuvent être les, du coup, noyau Linux et de la CLI, quels sont les plus gros cas que tu as pu voir avec une application qui a été compilée avec une version, je sais pas, de Docker il y a un an et qui essaie de redémarrer Docker et sa capacité en fait dans la durabilité est pas terrible. Parce qu'en ce moment le projet évolue très vite et alors, très rapidement on me dit mais t'es pas compatible. Là maintenant tu vois, moi je me sers de Docker Machine encore, tu vois, parce que j'ai pas envie de mettre à jour mon talk comme ça sur Docker Beta et machin. Et là on fait mais attends, t'es encore sur Docker Machine. Ouais, enfin votre truc il est pas fini, il s'appelle Beta et il est bugué partout, enfin. Tu vois genre, on va se calmer un peu. 6 mois, j'ai 15 jours de retard, c'est la communauté Go mec. La communauté Go en ce moment, elle est hype. Le mec qui bosse que en master, tu vois, ça n'existe pas les tags, les versions, tout ça, on s'en fout. Tu vis dans master, tu reviens dans un projet depuis 3 semaines, t'as tout qui est pété. Continuous delivery. Non, mais les plus gros problèmes que tu aurais pu voir en scène. Les plus gros problèmes que tu vas avoir, ça va toujours être le core dump chelou que tu comprends pas. En fait, c'est un système qui tourne et t'as un core dump chelou que tu comprends pas en fait. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toujours au low level que ça va merder. En fait, le low level, ça va toujours être ta librairie qui pense que l'autre librairie bosse comme ça parce que c'est comme ça qu'elle a été compilée. En fait, elle essaie d'accéder à une page mémoire qu'elle n'a pas le droit et ça pète. Et là, tu as un message core dump, va te faire foutre, relativement pas compréhensible. Après, nous, on a des positions extrêmement sévères en fait, sur le kernel Linux. Vous pouvez regarder si ça vous branche. On a une université de 3 heures où on explique comment tourne Clever. Et notamment, ce qu'on explique, c'est que le kernel Linux, il y a eu une misconception apportée par les librairies, les inserts dans Rootland. Donc c'est évident que c'est là qu'il faut attaquer, quoi. Nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a compilé des kernels monolithiques dans lesquels tu ne peux pas insérer de module, c'est une option hein, quand tu compiles des kernels, et on compile des kernels dans lesquels il n'y a pas grand-chose. Résultat des courses, c'est vrai qu'au lieu de mettre 2 minutes à booter, on en met 6, quoi, 6 secondes, tu vois, c'est évident. Et ce, sans déranger nos utilisateurs. Et par ailleurs, du coup, on vire les extensions du CPU qui servent à rien, et comme ça, le truc, au lieu de booter en se demandant, mais ah, toi, est-ce que tu as une Game Boy? Non. Est-ce que tu as un Game Boy? Non. Et le faire pour chaque soft, ça va beaucoup plus vite. Mais pour ça, il fallait avoir une ferme de compilation, être capable de faire ça en speed, etc. On ne dit pas que tout le monde doit faire ça, c'est pas le point, mais si tu veux, c'est une philosophie qui est aujourd'hui faite. Et moi, quand je vois aujourd'hui la définition, ça va faire le même binaire du PC du développeur à la prod, ça me fait un peu peur. Moi, sur ma machine, il ne faut pas mettre ce que je code sur ma machine en prod. Parce qu'en fait, moi, j'active les buggers, les machins, les trials, je fais tout. Les machines virtuelles avec lesquelles je bosse sur ma machine, elles sont hyper ouvertes parce que j'ai un Mac et que je l'ai récupéré je sais pas où, whatever. Enfin, c'est le table. Le truc qui passe en prod, il faut que ce soit fermé, qu'on ait fermé les compilateurs, enfin les accès aux débuggers, etc. Et ça me plaît bien en fait que ce soit une moulinette qui fasse ma compilation et qu'on voit le truc en prod. Mais je suis pas très fan de cette nouvelle historique du on va envoyer des binaires en prod, on sait pas d'où ils viennent. Après, c'est toujours une histoire aussi on prend un projet qui est déjà en prod et qu'on doit repartir sur une nouvelle version. Du coup, récupérer la version prod, la rapatrier en dev, s'occuper de tous les problèmes du coup, des changements de chemin entre une VM Windows, etc. Tous ces problèmes-là, ça prend du temps qui coule dans la théorie. Avec Docker, on n'aurait pas ce problème-là. Après, c'est très théorique hein, parce que si ton Dockerfile est mal rédigé, il est mal rédigé. Ah oui. Et en plus, normalement, ton application elle est censée sourcer sa configuration depuis un environnement. Nous, on propose de les sourcer depuis des variables d'environnement. Enfin, après, c'est ce que fait 12 Factor, dans le cas présent, même notre concurrent Heroku. Mais on est complètement aligné avec 12 Factor. Et tu n'es pas censé changer des trucs comme ça entre ton dev et ta prod. Il y a une différence entre changer des trucs entre ton dev et ta prod et faire une compilation spécifique pour la prod et faire une compilation pour ton dev. Ce qui n'est pas le même job. Bon, je propose du coup qu'on boucle le live, qu'on continue pour ceux qui veulent discuter de ça autour d'un verre en ville pour les plus chauds. Bon, merci.